Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec Yacouba Ouattara, joueur du Paris Basketball, international français, qui a la gentillesse de nous accorder une interview. Donc merci Yacouba. Comment ça va aujourd'hui? Déjà, joyeux anniversaire en retard. Merci. Comment ça va? Comment tu te sens? Très bien, hein. Merci de me recevoir. C'est plutôt toi qui nous reçois, donc on est à la One Ball au centre d'entraînement du Paris Basketball. Écoute, on va commencer déjà sur ton aspect physique. Comment tu te sens? Tu as eu quelques petits pépins physiques cette saison. Ça va mieux? Tu es en pleine forme? Ouais, très bien. Écoute, il y a eu un peu au tout début, quand je suis arrivé à prépa, je me suis blessé un peu à l'ischio. Ça a pris un petit moment, mais après ça, plus rien. Ça va? Du bois, Okay. Tout va bien. Justement, donc moi, comme je t'ai dit, moi je suis prépa physique. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous faites en termes d'organisation, d'entraînement sur le physique. Est-ce que c'est beaucoup de la prévention des blessures? Est-ce que vous êtes dans du développement des qualités physiques? Comment c'est organisé? C'est assez spécifique en fait à chaque joueur, parce que chaque joueur a des besoins différents. Donc on a le prépa physique et Philippe aussi, le kiné qui s'occupe de ça. Il voit les différents profils. Selon l'historique de blessure aussi, il y a des programmes qui vont être plus ou moins adaptés. Et on s'adapte beaucoup aussi selon le calendrier. Parce que c'est avec la charge de match, on ne peut pas non plus trop en faire. Donc quand on a des petits plages et un peu plus de temps, on va mettre des séances de muscu. Sinon, en règle générale, c'est l'enchaînement des matchs et surtout de la prévention, plus que du renforcement. Ouais, du renforcement, c'est ça. Surtout pendant la saison, j'imagine. Ouais. Et du coup, donc, ça c'est sur l'aspect physique, mais il y a l'aspect mental aussi. Est-ce que toi, tu travailles sur l'aspect mental? Tu as un prépa mental, tu as un suivi? Bon, tu as eu des blessures sur lesquelles on reviendra plus tard, mais est-ce que tu travailles sur cet aspect-là aussi? Ouais, je travaille sur la prépa mentale. C'est une notion qui est très importante pour les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels. Et je pense que tous les jeunes joueurs qui aspirent à ça devraient se pencher aussi sur la question. La prépa mentale, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, surtout en début de carrière. Okay. Notamment pour savoir mieux gérer mes émotions, la concentration, parce que de base j'avais beaucoup de problèmes de concentration. Et lorsque j'ai arrivé à instaurer des routines, j'ai vu une grosse différence et ça m'a beaucoup aidé. Donc là tu continues toujours à avoir un prépa mental? Je vois le prépa mental moins souvent qu'avant, parce que maintenant je suis plus initié au truc et je sais un peu mieux comment gérer la chose. Mais il m'arrive des fois quand j'ai besoin de faire appel à lui. Ok, super. Écoute, on va rentrer sur la saison de Paris. Première saison à Paris, première saison en Euroleague pour le Paris Basketball. On peut dire que pour l'instant, la saison est une réussite. J'ai fait un parallèle, enfin je ne sais pas si tu vas le trouver pertinent, mais la première saison que tu as faite à Monaco aussi, qui était promue en Betclic, vous avez fait une super saison. Toi aussi individuellement, tu as fait une super saison. Est-ce que tu as un truc pour les petits nouveaux dans les nouvelles compétitions? Comment ça se passe? Comment tu jugerais la saison de Paris? Je la juge très bonne actuellement. Je crois qu'on est 5e du classement. Et on peut le voir, hein, personne ne nous attendait à ce niveau-là. On nous voyait comme une équipe d'Eurocup qui allait gagner peu de matchs. Nous les premiers, hein. Franchement, je ne vous attendais pas à ce niveau-là. Et honnêtement, j'ai vite compris qu'on avait un groupe spécial. Je ne cache pas qu'au début, avec le style de jeu, j'étais assez sceptique aussi parce que c'est la première fois que je rentrais dans un système comme ça. Puis au fur et à mesure où j'ai appris à jouer dans ce style de jeu-là, aussi comment la mentalité des coéquipiers, c'est pas tant une surprise que ça. Ouais, mais justement j'avais une question par rapport à ça. L'année dernière à Monaco, vous avez le 14e pace d'Euroleague, donc c'était un jeu plus demi-terrain, plus lent, beaucoup de pick and roll, beaucoup de porteurs de balles et tout qui gardaient la balle pendant longtemps. Là vous avez le 2e pace d'Euroleague, donc c'est une équipe qui court énormément. C'est quoi les différences dans l'organisation offensive et défensive aussi entre ces deux styles de jeu? Monaco c'était plus, je dirais, dans la structure. On avait un coach qui était très à cheval sur chacun doit être dans son rôle, jouer là où il est le meilleur. Il y avait une hiérarchie très claire. Et lorsqu'on jouait un système, c'était on veut par exemple mettre la balle au poste. C'était pas trop toléré de casser le système, même si on avait un truc ouvert pour attaquer. Tandis que ici, on a un fond de jeu et le coach veut qu'on soit agressif. Si on a quelque chose, on le prend. Et derrière le pace, il veut qu'on joue vraiment à un rythme très élevé,
peu de demi-terrain et c'est ça, tout le temps relancer et essayer de marquer le plus rapidement possible. Et comment ça se retranscrit du coup défensivement? Vous avez des consignes de suragressivité sur les lignes arrières, vous n'avez pas des. On sait que sur le poste de pivot, il y a Kevarius qui est un fort contreur. Sinon, vous n'avez pas vraiment de dissuasion au cercle. Pourtant, vous êtes une équipe qui est capable de défendre très fort. Quand vous avez fait votre run, c'était un peu votre marque de fabrique. Est-ce qu'il y a une consigne particulière défensivement qui va dans le sens de ce pace hyper élevé? Oui. Dès que, par exemple, on marque un panier, il faut tout de suite prendre l'adversaire tout terrain. Ouais. Et c'est notre identité, en fait. On est 12 gars à bord de faim. Et on sait qu'on a peu de marge sur les autres équipes. Et si on veut justement arriver à exister dans cette Euroleague, ça passe par ça, faire des efforts supplémentaires et être super agressif en défense. Pour l'instant, ça marche bien. Ouais, ça marche plutôt bien. Et du coup, vos objectifs là aujourd'hui, personne ne vous attendait là. Vous êtes 5e d'Euroleague, comme tu dis, vous avez longtemps été premier d'Euroleague. C'est quoi les objectifs aujourd'hui du Paris Basketball? Et peut-être que toi, tu n'as pas les mêmes que le club, mais c'est quoi tes objectifs pour cette équipe de Paris sur cette saison? Déjà terminer dans les 8 premiers, essayer de se qualifier pour les pas 6. Essayer de se qualifier pour les playoffs. Ok, peu importe le chemin. Voilà, essayer de se qualifier pour les playoffs. Je pense qu'on a démontré qu'on avait, le niveau pour jouer en Euroleague et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à jouer. Après, j'ai pas envie non plus de donner un objectif clair et précis parce que ce qui a fait notre force aussi, c'est que on joue relâché et on joue un peu entre guillemets sans pression. Si on compte pas la pression qu'on se met nous individuellement, mais c'est ce qui fait notre force. Ok. Bon. Parce que moi, pendant votre série de victoires, je vous voyais Final Four direct. Après, c'est vrai que faut arriver déjà aux playoffs. En plus, l'Euroleague, c'est hyper resserré. Là, tu l'as dit, vous êtes 5e. En termes de classement, il doit avoir 2 victoires d'écart avec le 12e, 13e. Donc, si vous faites des runs négatifs comme positifs, ça peut vite changer. Justement, sur ce run, donc, vous avez fait 10 victoires d'affilée, ce qui était un record pour un club français. Derrière, vous enchaînez sur 5 défaites. Alors, on sait qu'il y a eu des malades, il y a eu des blessés, etc. Qu'est-ce qui a switché et qu'est-ce qui vous a aussi permis de vous remettre sur les bons rails? Notre série de défaites, elle a commencé en fait à partir du moment où on a eu la maladie. Sincèrement, ça a mis un sacré coup à l'équipe. Alors c'était juste avant, c'était l'Asvel la première défaite? La première défaite, mais bon après, ça commençait déjà, il y avait déjà des petits signes et honnêtement, comme je t'ai dit, on est une équipe, on n'a pas de marge. Donc, vous avez un effectif assez, par rapport aux grosses équipes, Pana, Real, Olympiakos qui sont triplés sur tous les postes, c'est pas votre cas. En termes de talent, c'est non mais triplé, vraiment. Et ça a amené un sacré coup déjà niveau énergétiquement. Nous on est une équipe, tu vois le rythme auquel on joue, l'agressivité qu'on met. Si on n'a pas notre énergie habituelle, tout de suite ça devient plus compliqué. Et ça derrière, tu sais, quand tu casses le rythme, c'est dur d'arriver à le retrouver. Et surtout qu'en Euroleague, comme je dis, on n'a pas de marge et les équipes elles t'attendent au tournant. La moindre petite erreur elle est sanctionnée direct. Donc ça a été assez dur pour nous de retrouver le chemin de la victoire, mais il y avait des signes qui montraient que c'était juste une période, parce qu'on perdait, mais on se prenait pas non plus des roues, ça se jouait sur des petits détails, et on savait que il y avait des ajustements à faire pour arriver à retrouver le chemin de la victoire. Après, il y a un truc aussi qu'il fallait prendre en compte, c'est que début de saison, il y avait l'effet de surprise, même si on a gagné 10 matchs d'affilée, je pense que les équipes, consciemment comme inconsciemment, elles devaient nous prendre de haut en se disant mais bon, eux ils ont perdu, mais bon, ça c'est eux, nous ça va être différent. Et là maintenant, on a vu que les équipes elles se sont adaptées, elles ont commencé à proposer différentes choses pour essayer de nous ralentir notre. On voit le Barça qui fait de la zone par exemple quand ils voulaient jouer à Bercy. Les équipes qui essayent vraiment d'isoler TJ un peu du reste du jeu et débrouillez-vous. Et bon, sur cette période justement, il y a Mikael Antunen qui a eu beaucoup de mal à mettre tes tirs. Toi, tu as connu une période un peu comme ça aussi sur le début de saison, on y reviendra. Mais c'est vrai que quand tu es une équipe qui est tellement polarisée autour de créateurs comme TJ et que derrière, il faut que les mecs ils mettent les shoots ouverts, l'adresse, on sait que ça vient, ça peut se lisser sur la saison, mais voilà, vous avez... À l'heure actuelle, même si vous faites 5 défaites d'affilée, vous êtes toujours dans le top 5, vous faites toujours une saison exceptionnelle et vous êtes à un match de la 2e place, je crois. Donc, il n'y a pas le feu au lac. Ok. Dernière question un peu sur tes coéquipiers avant d'être un peu sur toi. Qui est le meilleur, TJ Shorts ou Mike James? Je dirais qu'en termes de talent, pour moi c'est Mike James. Okay. Pour le décrire, j'ai jamais vraiment vu quelqu'un comme ça. C'est le genre de joueur qui peut tout faire sur un terrain à l'envie.
Ouais. C'est-à-dire qu'à partir C'est du ça le moment problème, où il a- souvent. c'est bien comme des fois, ouais, ça Ouais. peut poser problème, mais honnêtement, son talent est juste incroyable et à partir du moment où il a décidé, s'il veut défendre dur, il peut le faire. T'as regardé le match Passer contre la Bologne, balle, ouais, j'ai regardé le match contre Bologne. C'est exactement ça. Il fait son Exactement. anti-sportif, ses trucs. Et puis dans le dernier quart-temps, il a dit ok, on va s'y mettre et il s'est mis quoi. Ouais. Et pour revenir à TJ, par contre, en termes de leader, meneur d'hommes, je crois que c'est le joueur numéro 1 avec qui j'ai joué sur ce point-là. Il a un talent énorme aussi. Mais dès les premiers jours, sincèrement, quand je suis arrivé, j'ai vu comment il était, sa façon de communiquer avec les autres gars, et c'est quelqu'un qui aime gagner et qui a ce feu en lui, et tous les jours, vraiment tous les jours, il arrive, il n'y a pas un jour où il va se relâcher. Et C'est une vraie qualité ça. ouais, c'est une vraie qualité. Tout le monde l'a pas. Sincèrement, comme je te dis, c'est un meneur d'homme incroyable. Vraiment impressionné par ça. Et j'ai vite compris pourquoi il a été MVP partout où il De est. partout. Ouais. Ce qui va l'être cette saison. Il est bien parti pour, hein. Après ça va dépendre des Ça dépend résultats où est-ce que vous collectifs. finissez, ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que si on finit assez haut dans le classement, il n'y a aucun doute En que- décembre, il était unanimement, même dans les autres médias européens et tout, devant des gros joueurs comme Kendrick Nunn, Sacha Vezenkov, etc. Donc écoute, moi je lui souhaite, hein, je suis supporter parisien aussi. Donc, ok, on va aller un peu sur toi. Donc toi, tu as un profil. Comment tu définirais ton profil? On va voir si on a un peu la même vision. J'ai un profil un peu de 3&D, Ouais. donc spécialiste 3 points et défense. Je m'occupe surtout d'essayer d'apporter de l'énergie défensivement, de mettre beaucoup de pression et d'arrêter les adversaires que j'affronte. Après, je suis capable aussi d'apporter d'autres choses, d'attaquer le panier, d'apporter aussi de la lecture de temps en temps et jouer sans ballon surtout. Je trouve ton activité au rebond hyper intéressante cette saison. Il y a eu des matchs où justement tu n'avais pas d'adresse et tu allé chercher des points sur du rebond offensif, et c'est intéressant d'avoir Après vous avez des postes 2, 3 hyper athlétiques dans cette équipe, mais du coup c'est justement quand ça va pas, tu es capable d'apporter d'autres choses. C'est ça, pour moi c'est une des qualités qui sont très importantes pour moi, c'est que il y a tout ce qui est aspect scoring. Ça c'est une chose, comme c'est l'adresse, ça va, ça vient. Mais ce que j'aime beaucoup dans mon jeu, c'est que je suis capable d'impacter le jeu sans forcément avoir besoin de scorer. Donc, À la manière d'un Tyson Ward aussi qui défensivement est capable d'apporter et même s'il ne score pas, il peut faire autre chose. Et du coup justement sur ce début de saison, sur les 5 premiers matchs, tu fais 0,17 aussi à 3 points. Ouais. Ça plombe un peu ton pourcentage sur la saison, tu es à 26% alors que depuis tu es à 38%. Tu es un joueur qui a fait plusieurs saisons à plus de 40%, plus de 38%, etc. Mentalement, ça m'intéresse de savoir justement quand tu es dans ce trou-là, comment tu réfléchis, qu'est-ce que tu te dis, ok, comment je vais m'en sortir, qu'est-ce qui passe par la tête? Je te cache pas que le début de saison il a été assez dur pour moi. Arriver ici, blessé, se remettre en forme. J'ai repris directement pour le premier match de saison, donc j'ai pas eu trop de temps pour la prépa physique. Et tu sais à quel point c'est super important. À ça, tu couples le fait que je joue dans une équipe avec un rythme. Je crois que j'ai jamais joué comme ça avant. Donc ça demande une adaptation nouvelle pour moi, un nouveau style de jeu. Et en plus de ça, tu sais que tu as l'envie d'apporter, mais tu vois que ça rentre pas. Et c'est pas que c'est des mauvais shoots et tout, c'est que c'est des bons shoots, c'est les choses que j'ai l'habitude de faire d'habitude, mais juste que ça veut pas. Quand c'est comme ça, en fait, j'ai juste confiance en moi, je sais à quel point je bosse. Et toutes les saisons avant, mes pourcentages peuvent en témoigner, j'ai toujours mis dedans. Donc, tu sais que tu traverses un peu une tempête et tu sais que ça va revenir. Ouais, ça va revenir, donc c'est juste s'accrocher et continuer. Et comme je t'ai dit, moi je suis quelqu'un, je sais que je peux impacter l'équipe positivement sans forcément avoir besoin de scorer. Donc pour moi, la base c'était donne-toi à fond en défense, essaie d'apporter ce que tu peux, apporte ton énergie, apporte tout ce que tu peux. Et quand l'adresse reviendra, ça sera un plus, un vrai plus pour l'équipe et voilà. Justement, tu as un excellent defensive rating, tu as 103 points sur 100 possessions, donc tu es parmi les meilleurs de l'équipe. Défensivement, moi ça m'intéresse. Moi je suis joueur amateur, mais pareil, quand j'ai monté les niveaux et tout, c'était toujours par la défense. En plus, les 2 interviews que j'ai fait, Isaac Ordinier et Mathieu Strazel, c'est aussi 2 forts défenseurs. Donc ça m'intéresse. C'est quoi tes tips défensifs? Qu'est-ce que tu regardes si tu es sur l'homme ou si tu es à l'opposé? Est-ce que tu as des petits tips à nous donner quoi?
Alors les tips, déjà, c'est savoir l'adversaire, connaître l'adversaire qu'on affronte. Moi, c'est la première chose que je regarde. Est-ce que c'est un shooter? Est-ce que c'est un driver? Est-ce qu'il va plutôt main droite? Est-ce qu'il va plutôt main gauche? Et en fonction de ça, c'est ne pas lui donner justement ce qu'il veut. Ouais. Essayer de le mettre dans le plus grand inconfort possible. Et pour moi, ce qui est très important, surtout en Euroleague, avec les talents qu'il y a, les joueurs, c'est les débuts de match. Je te prends un exemple. Quand on joue contre Baskonia à domicile et on joue contre Marcus Howard, début du match, super agressif, on essaie de le taper, justement d'être physique avec lui, de ne pas lui laisser justement les situations de shoot où il est. C'est les genres de joueurs. Marché, hein. Et pour toute l'équipe. Ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils font 1,26 sur ce match. Marcus Howard met un tir à 3 points début 4e quart-temps. Je me dis, peut-être ça va chauffer. Bah non, ça va pas chauffer, mais ouais, c'est ça. Et ça, c'est super important. Pour moi, le début de match, il est super important. Quand tu rentres sur le terrain, je le sais parce que même moi, en tant que joueur, ça m'impacte aussi. Sentir que tout est dur, les mouvements, les machins, t'es contesté à chaque fois, tes shoots, t'as pas de possession facile. Ouais. C'est super important pour des joueurs comme ça parce que tu sais que si ces gars-là, ils mettent un ou deux shoots et qu'ils prennent feu, c'est terminé. T'as beau être un des meilleurs défenseurs. Moins cette saison pour Marcus Howard. Ouais. L'année dernière, c'était vrai. C'est qu'il a gagné des matchs avec des perfs exceptionnels. Mais du coup. Je te prenais l'exemple de Baskonia parce que tu vois le match aller où tu peux voir la différence en fait où on commence le match, on est assez agressif sur lui. Le deuxième match, on l'est moins. Il commence, il met 2-3 paniers faciles et derrière il met plus de 20 points je crois. Et les shoots qu'il met, ils sont juste incroyables. Et c'est l'exemple des talents que tu affrontes en Euroleague. Bon, Baskonia, vous étiez quand même à plus 15, à plus 10, plus 15 à 4-5 minutes de la fin. Ouais. Malgré tout, c'était pas que Marcus Howard. Quoi. Non, pas que Marcus Howard. Mais c'est vrai que oui, de toute façon, l'impact à un jeu, c'est hyper important. C'est Mathieu qui disait ça aussi. Le premier tir, si ça rentre, ça change tout ton match en fait. Il y a des stats, parce que, en Euroleague c'est moins le cas, mais en NBA, ils aiment bien faire des stats sur tout. Et tu as des stats qui sont très éloquentes sur certains joueurs. Quand ils mettent leur premier tir, c'est des MVP et quand ils ratent, c'est des joueurs lambda. Tu vois. Ça joue beaucoup. Même moi, individuellement, ça, je le sens aussi. Tu vois. Et du coup, c'est parfait. Franchement, tu me fais des transitions nickel depuis tout à l'heure. Puisque tu parles de Marcus Howard, c'est qui le joueur le plus dur à défendre sur lequel tu as défendu? Marcus Howard, il en fait partie, c'est sûr, parce que le gars même cette année court de partout. Parce que l'année dernière, le système était beaucoup tourné sur lui. Cette année un peu moins, mais tu vois, quand le gars prend un écran, il sort, tu défends bien, t'es content, tu l'as stoppé, il fait une passe, il en prend un autre. Donc en fait, l'année dernière, c'était que ça. Défendre individuellement sur ce genre de gars, c'est super dur. Tu dois avoir une défense collective parce que il va tellement vite, il prend plein d'écrans. Et toi, au bout d'un moment, tu te feras forcément attraper parce que tu peux pas être bon sur tout, tu vois. Et surtout que ces genres de gars, tu leur laisses 1 mm. Lui, la balle, pas de question. Elle est partie. Où il va chercher les fautes ou les trucs. Non, c'est. Les joueurs durs à défendre, j'ai envie de mettre Nando dans ses grandes années. C'est le genre de gars, en fait, il n'a pas de grande qualité. Non, mais il est trop malin. Qualité physique, tu vois. Il va pas te battre par la vitesse, mais il a un bon shoot. Donc tu ne peux pas lui laisser trop d'espace. Et quand tu le colles, il sait comment provoquer les fautes. Et moi, c'est ce type de joueur-là que j'aime pas défendre parce que tu sais jamais trop sur quel pied danser. Tu veux mettre de la pression défensive, tac, il va prendre ta main et faute. Donc tu dis tu vas pas te faire avoir une deuxième fois, donc tu mets un peu de distance et là il te met un shoot dessus. Tu vois. C'est ce genre de joueurs-là, pour moi c'est. Mike James, c'est un peu. Et Léo Kobo, qui a joué, ils aiment bien faire ça, chercher les fautes. Ok, intéressant. J'ai une question du coup, là tu as rejoint Paris cette année, après plusieurs années à Monaco. Pourquoi Paris, toi qui es d'origine lyonnaise, est-ce que tu as eu des pistes avec l'Asvel? Pourquoi, qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet parisien? C'est le projet et aussi l'attrait qu'ils avaient pour moi. Sincèrement, cet été, ils ont beaucoup poussé et j'ai vraiment senti qu'ils voulaient m'avoir dans cette équipe-là. Et j'ai toujours eu ce feeling quand quelqu'un te montre qui te veut à tous les niveaux aussi fort, c'est un super bon signe. Et quand je vois le projet parisien, sincèrement, c'est un club et un potentiel monstre. Et je pense vraiment, ça, je suis convaincu que dans les prochaines années, ça sera vraiment une place forte du basket. Okay. À Monaco, tu as connu
le très très haut niveau. Vous êtes qualifié pour un Final Four, vous avez fait 3e. Raconte-nous un peu cette expérience, ce match face à l'Olympiakos, cette 3e place gagnée face à Barcelone. Comment c'était? Écoute, ça reste l'un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière. Déjà se qualifier, je crois qu'on jouait contre le Maccabi, se qualifier pour C'était dur. le Final Four, c'est. Mais de toute façon, c'est hyper dur. Hein. Tu vois, même l'année dernière, y a jamais... Maccabi, ils ont failli attraper le Pana, l'Olympiakos, Barcelone. L'Euroleague, c'est tellement dur. Il n'y a jamais rien de facile. Et c'est pour ça, des fois, quand tu as des petites défaites de 1 ou 2 points, oui, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Quand tu sais à quel point les petits détails comptent, et à la fin, quand tu fais le bilan de la saison et tu vois que ça joue à. Tu finis 2, tu joues contre une équipe du play-in, ou tu finis 3 et tu joues contre le 6e, c'est pas la même chose. Hein. C'est très. Et pour revenir sur cette saison-là, elle était juste incroyable. Le Final Four, beaucoup de frustration parce que je crois qu'on a plus 10, je sais plus exactement combien à la mi-temps et on arrive et pas. T'as connu ça cette année à l'Olympiakos encore? Vous avez fini par prendre le match, c'est pareil, ils vous mettent un 22-0. C'est fort l'Olympiakos. Hein. L'Olympiakos c'est très fort. Cette saison, sincèrement, je pense que pour l'instant c'est la meilleure équipe à l'heure actuelle. C'est une de mes questions, c'était qui tes favoris Alors tu peux finir sur ton expérience au Final Four et après tu me diras. Mais malgré tout ça reste une expérience folle. Final Four, c'est combien de joueurs rêveraient d'être au Final Four et combien y arrivent. Il y a plein de gars qui passent et qui font des années en Euroleague et qui mettent pas un pied au Final Four. Donc pour moi avoir pu réaliser ça, c'est juste exceptionnel. Et c'est différent quand tu rentres sur le terrain dans cette ambiance. Quand tu rentres donc, contre l'Olympiakos, est-ce que justement t'as beaucoup plus de. Enfin forcément, mais est-ce qu'il y a vraiment une ambiance différente? Pour le coup, c'était à Kaunas en plus. C'était à Kaunas, on l'a bien senti. Le stade, il était plein de. Je suis allé à Berlin l'année dernière. On avait l'impression d'être dans leur salle à Olympiakos, sincèrement. Et pour donner une idée, au moment où on prend le trou, peu de fois j'ai ressenti ça dans ma carrière, mais on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'issue en fait. Tu sais, on se prenait un panier et t'entendais les fans et tout qui étaient là, et on était là, mais en mode. Qu'est-ce qu'on va faire? T'as l'impression vraiment qu'il n'y avait rien à faire. Enfin, c'était. On faisait que de s'enfoncer et pas de lumière, tu vois. Peut-être cette année pour avoir une rédemption. J'espère. Hein, je vous le souhaite. Écoute, on va bientôt terminer, mais du coup, j'aimerais faire un petit point rapide sur ta carrière en NBA et en G-League aussi. Alors, tu as signé un two-way contract avec Brooklyn, tu as fait un match, tu as eu des problèmes de blessure aussi, tu as joué surtout en G-League. Comment tu as vécu cette expérience? Est-ce que c'était vraiment comme tu l'imaginais? Alors, j'imagine que quand tu joues pas beaucoup, c'est pas forcément comme tu l'imaginais, mais la blessure aussi n'a pas dû aider. Et voilà, moi je vois toujours je sais pas si tu as vu les mini-séries d'Evan Fournier où il montrait un peu la vie de joueur NBA. Ça fait rêver, tu vois. Du coup, est-ce que tu as vécu ça, tu as kiffé ça? Sincèrement, ça m'a fait kiffer. Pour moi, c'était juste incroyable. C'était un rêve pour moi, un rêve mais tellement lointain, tu vois, quand j'ai commencé ma carrière. Me dire qu'un jour, je toucherai à la NBA, tu vois. Et c'est par la Pro B. Non, honnêtement, j'ai pas du tout de regrets. Pour moi, ça a été que du positif. Le fait d'avoir pu mettre un pied. Et surtout, en fait, là où j'ai de la satisfaction, c'est de voir que en fait, j'avais le niveau. C'était juste un challenge personnel de se dire, mais j'y suis allé, je me suis entraîné, j'ai vu et je me suis dit, en fait, non. Je pense que il y a des joueurs européens, alors quand tu es Luka Doncic ou Jokic, ou que tu as toutes les balles et tout, c'est différent, mais là-bas, il faut vraiment que tu sois dans une case, dans un rôle, quand tu es un role player. Et en plus, le jeu est vraiment différent du jeu européen, donc c'est difficile. Pour certains joueurs, c'est difficile de s'adapter. On voit, il y a plein de joueurs qui partent et qui reviennent vite. Tu vois, Sacha Vezenkov, MVP d'Euroleague, là, ce qu'il fait encore cette saison. Et là, c'était compliqué pour lui en NBA, tu vois. Donc, ce que tu dis, c'est important. Il y a beaucoup de joueurs parce que, tu vois, quand tu regardes la NBA, souvent tu vois les superstars. Mais il y a combien de superstars? Le reste, c'est des role players et c'est plus facile d'y aller en étant très fort dans un rôle qu'en sachant tout faire. Parce que tu sais que tu vas arriver là-bas. Tu vas pas tout faire. Il y a déjà la star de l'équipe qui sera là et qui aura les clés de l'équipe. Donc, qu'est-ce que toi tu peux apporter à l'équipe d'autre que du scoring, enfin les trucs flashy, quoi. Exactement. Ok, dernier petit point, l'équipe de France. Donc tu as plus de 30 sélections, ou 30 sélections quoi. Donc tu as fait la Coupe du Monde 2023. Pas un franc succès.
malheureusement. Tu avais fait plusieurs tournois de qualification ou des prépas ou des fenêtres. Comment tu vois aujourd'hui, donc tu as 33 ans, comment tu vois ton avenir sur l'équipe de France? Quelle expérience ça t'a apporté? Est-ce que tu penses qu'il y a une place pour toi sur les... Est-ce que c'est encore un objectif pour toi? L'équipe de France, ça restera toujours un objectif. Je laisserai toujours la porte ouverte à ça. Après, pour moi, c'est une fierté juste énorme de pouvoir représenter son pays, porter ce maillot. En fait, dans aucun autre contexte, tu as ces sensations-là. Ouais. Quand tu portes le maillot, tu joues, tu as les fans qui chantent la Marseillaise, tu as des frissons sur le terrain et en fait, tu te bats pour quelque chose de tellement grand que t'es juste tout le temps indescriptible. Tu vois, c'est vraiment indescriptible, comme tu dis. Et c'est quelque chose. Je sais que maintenant, l'équipe de France, elle se reconstruit. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent, il y a énormément de talent. Et sincèrement, je pense qu'il y a de belles années encore dans le futur pour l'équipe de France. Je pense qu'en France, on a eu rarement autant de qualité. Et presque sur tous les postes. Toi, tu vois que ce que Théo fait cette saison, Thomas Lédon, qui jouait pas, qui n'était pas dans le plan, tu vois ce qu'il fait cette saison. Aujourd'hui, c'est un lock. Tu vois, on pensait à Nolan Traoré, etc. Aujourd'hui, tu te poses plus la question qui est le premier meneur d'équipe de France avec la saison qu'il est en train de faire. Mais du coup, tu as été né au Ghana et t'as jamais joué pour la sélection ghanéenne. Est-ce qu'il y a eu des contacts? Je sais qu'en plus, tu peux changer de sélection si c'est pour aider au développement d'un pays sur l'aspect basket. Donc tu as des joueurs qui changent et tout. Est-ce que toi, c'est quelque chose, tu en as déjà parlé, ça pourrait t'intéresser ou non? Non, jamais de contact avec le Ghana, mais j'ai aussi... mes deux parents sont du Burkina Faso. Okay. À l'époque, j'avais eu des contacts avec le Burkina Faso. Mais là, non. Et non, j'ai jamais vraiment envisagé pour l'instant. Ok. Dernière chose, tu as fait une saison au Betis à Séville, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France? Comment tu as vécu cette expérience aussi à l'étranger? Bien, écoute. Ce qui m'a poussé, c'était l'envie de découvrir autre chose, un autre championnat, surtout le championnat d'Espagne qui est le meilleur au monde. Ouais. Après la NBA quand même. Ouais, oui. Mais oui, domestique, j'ai compris. Et honnêtement, non, ça a été une expérience enrichissante. Après, ça a été assez particulier parce qu'on avait une équipe forte sur le papier, mais on avait du mal à jouer ensemble. Il y avait peu de cohésion de groupe et quand on jouait, c'était assez... chacun essaie de tirer son épingle du jeu, il n'y avait pas vraiment de jeu collectif. Mais malgré tout, l'objectif du club, c'était de jouer le maintien et on a réussi. Je crois qu'on finit 15e sur la saison. Donc c'était une saison réussie. Pour moi, ça a été assez dur aussi parce que j'ai toujours eu l'habitude de jouer dans les premières places, être dans les meilleures équipes du championnat. Donc arriver... Ouais, c'est un autre process. Arriver à dealer en fait avec la défaite et tout, les week-ends, par contre c'était assez dur. Des fois tu perds, t'arrives le lendemain, donc tu t'attends à avoir des entraînements durs et tout, tu vois que tout le monde a le sourire et content, machin. Oui, c'est pas la même compétitivité. Pour moi c'était... C'est pour ça que t'es reparti à Monaco du coup? Ouais. Et puis Monaco montait en Euroleague et il y avait... Oui, donc c'était intéressant. Tu m'étonnes. Ok, j'ai une dernière question, après promis je te laisse tranquille. T'as un joueur hyper populaire dans ton équipe, Nadir Hiffi, qui a une histoire vraiment assez singulière et particulière. On sait qu'il était en N3 il y a quelques années de ça. Aujourd'hui, on peut aimer, ne pas aimer, mais c'est un des meilleurs scoreurs d'Euroleague, dans un profil un peu à la Marcus Howard parfois, ou un peu à la Carson Edwards aussi. Moi, personnellement, je te dis mon avis sur le truc, c'est que s'il veut évoluer, il faut qu'il s'inspire un peu de ce que Carson Edwards fait cette saison, tu vois. De créer aussi, aller chercher des paniers près du cercle et tout, parce qu'il est capable. On le voit à chaque fois qu'il commence ses matchs avec des paniers près du cercle, ça se passe toujours bien. Tu vois, tu parlais du premier tir. Quel plafond tu vois pour ce joueur? Est-ce que tu penses qu'il peut avoir une carrière NBA, un gros rôle en équipe de France? Comment tu le vois au quotidien? Je sais que c'est un gros bosseur. Moi, c'est un gars, je lui ai déjà dit, il a tout le talent du monde. Honnêtement, il a de quoi faire une carrière incroyable. C'est bienvenu qui fait n'importe quoi. Il a de quoi faire une carrière incroyable. Maintenant, il est encore jeune et il a une marge de progression qui est énorme. Mais je pense que ça va passer par là. Il faut qu'il arrive à s'inspirer de joueurs forts, comme tu as dit, Carson Edwards, qui
qui arrive à apporter d'autres choses aussi. Qui a passé un cap, clairement, cette saison. Que le scoring. Et sincèrement, c'est quelque chose qu'il peut faire. Défensivement, il est très bien. J'étais impressionné. Ouais, sur l'homme, il est très fort. J'étais impressionné. C'est juste, je pense qu'il a des petites sautes de concentration parfois, mais on dit que voilà, c'est un petit gabarit, etc. Mais franchement, puis Nadir, j'ai déjà vu des vidéos de lui torse nu. Ah, il est costaud, hein. Il est costaud. Il est costaud, on dirait pas comme ça, mais. Mais maintenant, ouais, je pense que là où il faut qu'il progresse, quelquefois dans sa sélection de shoot, c'est qu'il est capable de scorer à. Mais c'est pour ça que je les compare à ces joueurs-là. Et quand il veut. Mais je pense que son cap de progression, ça va être là, savoir comprendre les shoots, plus ressentir le match. Par exemple, des fois, on va devant, mener de beaucoup, et on va prendre encore des shoots rapides. Ça va peut-être pas être le bon timing, tu vois. Mais c'est la jeunesse, c'est normal. Et on est tous passés par là. Même moi, au début de ma carrière, j'étais un peu comme ça. Et au fur et à mesure, je l'ai appris en regardant d'autres joueurs plus expérimentés, en ayant aussi des grands dans mon équipe qui ont su m'expliquer comment savoir s'adapter. Mais quand tu vois déjà ce qu'il est capable de faire à son âge, en Euroleague, ah oui, c'est sûr. C'est juste incroyable. Il y a pas de limite. C'est juste incroyable. Et tu vois, tu parlais des choix de tir. C'est un truc que moi je retrouve aussi chez toi sur cette saison, même les années précédentes à Monaco, c'est que tu es ouvert. Alors bien sûr, si vous êtes à plus 4 et qu'il reste 25 secondes, bon bah tu vas pas prendre le tir en première intention. Ouais. Mais même quand tu mettais pas, tu te poses pas de questions. Et Nadir, tu vois, j'ai l'impression aussi qu'il est dans ce profil à la Marcus Howard, à la Carson Edwards, d'autres joueurs. Ils ont besoin de cette insouciance, inconscience de folie, clairement. Tous les tirs, je peux les mettre. Non, pour moi, faut jamais qu'il perde sa folie. Mais toi, t'es un peu comme ça aussi. Ouais, bah. T'es ouvert, tu tires quoi. Bah, je le vois. C'est mon rôle. Hein. Ouais. Je suis ouvert, je tire, mais pour lui, je pense qu'il faut jamais qu'il perde cette folie. C'est ce qui fait sa force. Juste savoir la contrôler et à quel moment l'utiliser. Ok, bah écoute, Yacouba, merci beaucoup. Là. Merci beaucoup pour l'interview. Pas de soucis, merci à toi. En fait, je viens de me rendre compte que j'avais pas remis mon chrono. Donc j'attendais que ça sonne, mais en fait, on est toujours à 50 mais écoute. Je sais pas combien de temps on a fait. En tout cas, merci beaucoup pour ta gentillesse et d'avoir accepté l'invitation. On vous souhaite le titre Euroleague, le titre Betclic, tout équipe de France, gagner l'Euro, etc. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à toi.